Bonjour à tous. Alors nous allons aujourd'hui aborder l'actualité jurisprudentielle du droit des contrats, essayer dans le cadre de la préparation à l'examen CRFPA Prépa Live, essayer d'envisager quelques arrêts fin 2017 et pas mal d'arrêts de 2018 sur uniquement le droit des contrats. Essayer de voir comment ces arrêts pourraient inspirer la rédaction de cas pratiques, ou en tout cas ces arrêts reprennent des questions récurrentes, fondamentales, que vous pourriez rencontrer, indépendamment même de cette actualité, dans certaines consultations ou cas pratiques. Pour présenter ces quelques arrêts d'actualité, je vais respecter la chronologie naturelle du contrat et celle qui a été choisie pour la structure du Code civil, c'est-à-dire dans un premier temps aborder les arrêts qui se rapportent à la formation du contrat, et dans un deuxième temps, les arrêts qui se rapportent à l'exécution, l'inexécution et aux effets du contrat en général. Concernant la formation du contrat, il y a deux points qu'on va aborder ici. D'abord, la conclusion du contrat et ensuite les conditions de validité du contrat. Concernant la conclusion du contrat, vous vous rappelez que c'est toute cette période de formation du contrat avec les pourparlers, l'offre et l'acceptation et également les contrats préparatoires. Et sur ces différents points, il y a quelques arrêts récents particulièrement intéressants. D'abord, à propos des pourparlers, mais là c'est une question qui est à mi-chemin entre les pourparlers, le dol, la réticence et l'obligation d'information. C'est une affaire concernant un dirigeant social qui se porte acquéreur des droits sociaux d'un de ses associés. Et la question s'était posée de savoir dans quelle mesure il devait informer le cédant de l'existence de pourparlers parallèles au cours desquels il négociait la revente de ses droits sociaux. Et n'ayant pas informé le cédant de cette négociation parallèle, eh bien, on a considéré qu'il avait manqué à son devoir de loyauté et la sanction a pu être prononcée de nullité pour réticence dolosive. Alors c'est un arrêt de la Chambre commerciale du 10 juillet 2018 et il est intéressant parce que vous savez qu'au lendemain de l'ordonnance du 10 février 2016 qui consacre l'obligation précontractuelle d'information à l'article 1112-1, on s'est demandé quelle était la portée de l'alinéa 2, alinéa 2 qui justement précise qu'il n'y a pas d'obligation d'information sur la valeur de la prestation. Or, on sait que le dirigeant social, lorsqu'il se porte acquéreur des actions ou des parts sociales des associés ou des actionnaires, eh bien lui a un devoir fiduciaire et lui doit fournir tous les éléments permettant au cédant d'apprécier pleinement la valeur des droits sociaux vendus, et notamment faire part au cédant de l'existence éventuellement d'une négociation parallèle pour revendre ses actions ou ses parts sociales. Et on s'était demandé si l'article 1112-1 alinéa 2 n'allait pas remettre en cause cette jurisprudence. Alors cet arrêt du 10 juillet 2018 confirme que non, il y a toujours ce devoir fiduciaire du dirigeant social dans une hypothèse assez classique de négociation parallèle dont il n'a pas fait part au cédant. Maintenant, on avait vu également que dans un arrêt du 10 décembre 2016, il n'y avait peut-être pas de remise en cause, mais peut-être une atténuation avec une ignorance illégitime parfois de certains associés ou actionnaires qui avaient un accès à l'information, un accès égal, voire supérieur à celui du dirigeant. Et dans ces cas-là, on a pu considérer qu'il pouvait accéder à l'information et qu'il n'y avait pas manquement au devoir de loyauté du dirigeant. Ce qui a pu être analysé comme une sorte de tempérament, probablement influencé par l'article 1112-1, alinéa 2 du Code civil. Autre point, cette fois, l'offre et l'acceptation, avec un arrêt là aussi très intéressant, très original, qui est un arrêt de la Chambre sociale du 30 mai 2018. Il s'agissait d'une personne qui était tenue à un employeur par un contrat de travail. Un avenant à ce contrat de travail a été apporté, avenant qui a été conclu dans des conditions un peu particulières. L'offre avait été envoyée par l'employeur en vue de la conclusion de cette convention qu'est l'avenant, et l'offre est restée sans réponse pendant 18 mois. Et c'est au-delà de ces 18 mois, donc un délai relativement long, que le salarié a accepté cette offre et qui a formé l'avenant. Par la suite, probablement parce que le salarié s'est rendu compte que l'engagement n'était pas aussi intéressant qu'il le pensait, il a essayé d'obtenir la remise en cause de ce contrat avec un raisonnement assez particulier mais qui tient la route, qui consiste à dire que
l'offre a été acceptée, mais au-delà d'un délai raisonnable. 18 mois, c'est très long. Donc finalement, au-delà de 18 mois, l'offre en réalité était devenue caduque et par conséquent, son acceptation était sans objet et le contrat d'avenant n'a jamais été conclu. Ce raisonnement n'a pas été retenu par la Cour de cassation qui considère que le délai le délai n'a pas été, ce délai très long aurait pu être invoqué par le pollicitant pour considérer l'offre comme caduque. Ne l'ayant pas fait, eh bien, on considère que l'offre produisait toujours ses effets et en l'acceptant a bien formé le contrat. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que l'offre avec délai raisonnable, on l'analyse parfois comme un délai qui est là pour permettre au destinataire de disposer d'un délai raisonnable pour l'accepter. Et justement, la jurisprudence a également dit, mais ça paraissait accessoire, que ce délai raisonnable peut également être là pour protéger le pollicitant. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain délai, il peut être considéré comme étant libéré de cette offre. Finalement, c'est ce qui est retenu ici, avec une analyse qui s'attache davantage à la qualification de fait pour ce qui est de cette offre sans délai. Et on considère que le pollicitant, n'ayant pas fait valoir la caducité éventuelle de cette offre en raison du délai très long resté sans réponse de la part du destinataire, eh bien, ne l'ayant pas invoqué, l'offre continuait de produire ses effets, l'acceptation a formé définitivement ce contrat qu'est l'avenant. Voilà une application assez originale. Toujours au stade de la conclusion, il y a toute une série d'arrêts très intéressants sur les contrats préparatoires. D'abord, sur la différence entre promesse unilatérale et promesse synallagmatique. Dans une promesse unilatérale de contrat, notamment une promesse unilatérale de vente ou une promesse unilatérale d'achat, le promettant est définitivement engagé, nous dit désormais l'article 124 alinéa 2, mais à l'époque, il ne l'était pas et il pouvait, en cas de rétractation, eh bien, se libérer en versant des dommages et intérêts. Dans la promesse unilatérale de vente notamment, eh bien, seul le promettant était définitivement engagé en principe, même si il se libérait avec des dommages et intérêts, c'était lui qui était seul tenu d'une obligation, à la différence du bénéficiaire qui pouvait ou non lever l'option et qui disposait d'un droit de créance potestatif. À la différence de la promesse synallagmatique dans laquelle il y a réciprocité, mais également, disait-on, symétrie des obligations. Cette promesse synallagmatique de vente vaut vente et elle est seulement suspendue dans ses effets le plus souvent, ou alors au stade de la formation par une vente conditionnelle ou une vente à terme. Mais on voit bien la différence majeure entre la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique, c'est qu'il y a réciprocité et symétrie des obligations. Alors il y a un premier problème qui est celui des promesses unilatérales croisées qu'on retrouve souvent dans les conventions de portage, dans les cessions de droits sociaux. D'un côté, l'un prend l'engagement de vente, promesse unilatérale de vente, de l'autre, on a une personne qui s'engage à acheter, promesse unilatérale d'achat. Les deux promesses sont rédigées dans le même terme, portent sur le même objet et on se demande quelle est la nature de ces promesses unilatérales croisées. Pendant un temps, on a considéré qu'il ne fallait absolument pas les confondre avec une promesse synallagmatique. Si les parties ont volontairement choisi deux promesses unilatérales croisées, c'est parce qu'elles voulaient être soumises au régime des promesses unilatérales. Et la jurisprudence a par la suite semblé hésiter et opérait une requalification de ces promesses unilatérales croisées en promesses synallagmatiques. Après une période de doute, notamment un arrêt du 13 septembre 2011 où on avait cru apercevoir un retour à la jurisprudence antérieure, c'est-à-dire que deux promesses unilatérales croisées ne forment pas une promesse synallagmatique, eh bien un arrêt récent semble revenir à cette qualification de promesse synallagmatique. C'est un arrêt de la Chambre commerciale du 27 septembre 2017 où il s'agissait de promesses d'achat croisées et promesses de vente portant sur les mêmes droits sociaux et rédigées dans les mêmes termes. Eh bien, la Cour de cassation a considéré qu'il s'agissait ici d'une promesse synallagmatique, sans autre explication que l'existence de deux promesses unilatérales d'achat et de vente croisées, rédigées dans les mêmes termes et portant sur les mêmes droits sociaux. Est-ce que, de nouveau, il va falloir décortiquer cette décision et voir qu'il y avait des circonstances particulières? A priori, la motivation est assez claire. Des promesses unilatérales croisées rédigées dans les mêmes termes portant sur le même objet
ce n'est rien d'autre qu'une promesse synalagmatique. C'est critiquable, mais c'est la position de la Cour de cassation, donc il faudra en tenir compte dans un cas pratique. Autre arrêt très intéressant sur un cas de requalification, c'est un arrêt de la 3e chambre civile du 7 juin 2018. On avait des parties qui avaient qualifié leur opération de promesse synalagmatique de vente, et par conséquent, elle portait sur un bien immobilier, elle n'avait pas été enregistrée dans le délai de 10 jours à peine de nullité absolue, comme le prévoit l'article 1589.2 du Code civil pour certaines de ces promesses unilatérales. S'agissant d'une promesse synalagmatique de vente, pas de souci. Simplement, le juge a considéré qu'il ne s'agissait pas réellement d'une promesse synalagmatique de vente, mais qu'il s'agissait en réalité d'une promesse unilatérale de vente. Il relève parmi divers éléments l'existence d'un droit d'option, l'existence d'une indemnité d'immobilisation qui serait définitivement perdue dans l'hypothèse où l'option ne serait pas levée, qu'on prévoyait également la levée de l'option postérieurement à la réalisation des conditions suspensives. Donc tous ces éléments-là ont permis au juge d'établir qu'il y avait un déséquilibre significatif entre les obligations. Donc cette idée de symétrie que j'ai évoquée tout à l'heure, il y avait peut-être des obligations réciproques, peut-être, mais en aucun cas elles n'étaient symétriques, et c'est cette absence d'équilibre, ce déséquilibre significatif plutôt, qui a justifié la requalification de cette promesse synalagmatique en promesse unilatérale. Et dès lors qu'il s'agissait d'une promesse unilatérale de vente, elle rentrait dans les prévisions de l'article 1589.2 et n'ayant pas été enregistrée dans le délai de 10 jours, la promesse était nulle. Voilà une hypothèse assez intéressante de distinction entre promesse unilatérale et promesse synalagmatique avec ce critère déterminant qui est le déséquilibre significatif entre les obligations et qui justifie la qualification de promesse unilatérale. Enfin, dernier contrat préparatoire, le contrat de réservation. Le contrat de réservation, c'est ce contrat que l'on rencontre dans les ventes d'immeubles à construire, notamment dans la vente en état futur d'achèvement. Il s'agit d'un contrat préparatoire qui est obligatoire lorsqu'on intervient dans le secteur protégé, lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'un bien à usage d'habitation, donc en dehors de toute activité professionnelle, eh bien, si on choisit un contrat préparatoire, celui-ci doit nécessairement être un contrat préliminaire de réservation. Ce qui m'intéresse ici, c'est une hypothèse qui touche au droit des contrats en général, c'est que ce contrat de réservation, imaginons qu'il ne respecte pas certaines conditions de fond ou de forme et qu'il est annulé. Or, la vente, elle, a été définitivement conclue depuis lors, et la question est de savoir dans quelle mesure l'annulation du contrat de réservation va entraîner également remise en cause, anéantissement du contrat de vente définitive. Et sur ce point, deux arrêts ont été rendus qui se complètent assez bien. Un premier arrêt de la 3e chambre civile du 27 avril 2017 précise que le contrat de réservation est un contrat distinct et autonome du contrat de vente définitif. Ce qui permettait justement de dire que l'anéantissement de ce contrat de réservation n'entraînait pas automatiquement et nécessairement anéantissement de la vente en état futur d'achèvement qui était concernée en l'espèce. Mais le deuxième arrêt apporte une précision qui montre qu'il faut tout de même être prudent, puisque cet arrêt de la 3e chambre civile du 12 avril 2018 précise que certes, et il reprend exactement la même formule, le contrat de réservation est un contrat qui est distinct et autonome de la vente définitive, et donc l'anéantissement du contrat n'entraîne pas automatiquement l'anéantissement de la vente, à moins que cette vente puisse être annulée pour des causes qui lui sont propres. Et notamment dans cette hypothèse de vente d'un immeuble, l'acquéreur est protégé par l'article L271.1 du Code de la construction et de l'habitation qui lui accorde un délai de rétractation de 10 jours. Mais ce délai de rétractation de 10 jours est exigé lorsque ce contrat définitif est précédé d'un contrat préparatoire. Lorsqu'il n'y a pas de contrat préparatoire, on remplace le délai de rétractation de 10 jours par un délai de réflexion. Le projet d'acte de vente définitif est notifié et fait courir un délai de réflexion de 10 jours. Mais dans notre hypothèse, si le contrat de réservation est annulé, on fera comme s'il n'y avait jamais eu de contrat préparatoire et comme si la vente avait été conclue directement. Et donc par conséquent, si le contrat de réservation est annulé, ce n'est pas le délai de rétractation qui est concerné, mais le délai de réflexion. Et il aurait fallu donc purger ce délai de réflexion de 10 jours en notifiant un projet de vente, ce qui n'a pas été fait en l'espèce et qui justifie alors l'anéantissement du contrat de vente définitive. Voilà pourquoi ces deux arrêts ne se contredisent pas, mais ils se complètent, celui du 27 avril 2017 et celui du 12 avril 2018. Voilà pour ces arrêts qui touchent à la conclusion du contrat. Toujours pour ce qui est de l'actualité jurisprudentielle, dans le cadre de la formation, nous allons maintenant évoquer les conditions de validité.
Première condition de validité que nous allons traiter, c'est la question du consentement et des vices du consentement. Il y a eu un certain nombre d'arrêts en 2017 et 2018 assez intéressants sur le sujet. D'abord, commençons par le dol. Un premier arrêt qui est assez surprenant, qui est un arrêt de la Chambre commerciale du 4 mai 2017, dans lequel on avait une vente de gré à gré qui était réalisée, mais dans le cadre d'une procédure judiciaire, puisqu'elle était autorisée par le juge commissaire. Et cette vente n'en restait pas moins une vente, même si elle était judiciaire, et il y a eu un cas de dol, et la victime du dol a demandé la nullité de ce contrat. Alors il faut savoir que des textes spéciaux excluent parfois certaines sanctions, certaines actions. Par exemple, des textes du Code civil excluent toute possibilité de récision pour lésion dans le cadre d'une vente judiciaire. Ils excluent également toute possibilité d'invoquer la garantie des vices cachés dans le cadre d'une vente judiciaire. Mais là, la Cour de cassation va beaucoup plus loin, puisqu'elle considère que le fondement du dol, la nullité au fondement du dol, ne peut pas être demandée parce qu'il s'agit d'une vente judiciaire. Et ce qu'elle dit pour le dol devrait également valoir pour la violence et devrait valoir pour l'erreur. Et finalement, ce sont tous les vices du consentement qui se trouvent évincés de la vente dès lors qu'elle est judiciaire. Or, aucun texte ne le prévoit. Rien ne justifie une telle exclusion. Donc si vous avez un cas pratique, eh bien, vous devriez dire que dans le cadre de cette vente, même si elle est judiciaire, eh bien, la nullité pourrait être prononcée pour un cas de vice du consentement, notamment pour dol. Et dans un deuxième temps, vous expliquez néanmoins qu'il y a un arrêt assez étrange de la Chambre commerciale du 4 mai 2017 dans lequel on a considéré que la nature judiciaire de la vente eh bien, entraînait éviction de toute possibilité de demander la nullité sur le fondement du dol. En expliquant que c'est un arrêt isolé, qu'il est étrange, mais c'est de cette manière que vous devriez présenter les choses. Deuxième arrêt intéressant qui illustre assez bien les hypothèses que vous pourriez rencontrer dans un cas pratique, c'est un arrêt de la troisième chambre civile du 12 octobre 2017. Dans cet arrêt, il y avait une vente d'un bien immobilier dans la région de Carcassonne et la société civile immobilière qui faisait la promotion eh bien, utilisait des documents publicitaires dans lesquels on vantait les avantages fiscaux d'un tel investissement. On avait même fait une simulation personnalisée dans laquelle on grossissait le trait et dans laquelle on présentait cet intérêt fiscal comme étant une certitude et une très bonne affaire. Alors qu'en réalité, tout le monde savait, tous les professionnels de l'époque savaient que le marché, notamment à Carcassonne, était plutôt saturé et on avait gonflé finalement l'intérêt que pouvait avoir pour l'acquéreur cette vente. Et donc tous ces éléments-là, le fait d'avoir des documents publicitaires qui étaient plutôt très positifs, d'avoir un peu menti, eh bien, a permis à la Cour de cassation de dire qu'il y avait dol avec une formule qui est très intéressante puisqu'elle permet de bien fixer la limite entre le dolus bonus qui est acceptable et le dolus malus qui est condamnable. Elle dit que ces éléments dépassaient la nécessité admise de flatter. La nécessité admise de flatter, qui est le dolus bonus, là on était bien au-delà, ce qui justifiait la nullité sur le fondement du dol. Autre arrêt cette fois, mais sur un autre vice du consentement, qui est celui de l'erreur, avec toute une série d'arrêts intéressantes. Le premier, c'est à propos de la vente d'un bien dans lequel se trouvait un locataire, donc c'était un bien loué, et l'acquéreur, par la suite, après avoir acheté le bien, eh bien, se rend compte que son bail va être annulé, tout simplement parce qu'il s'agit d'une surface inférieure à 9 mètres carrés, et donc inférieure au minimum légal pour pouvoir louer son appartement. Il demande donc la nullité sur le fondement de l'erreur, et la Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 3 mai 2018, admet une telle nullité en invoquant l'erreur sur les qualités essentielles, le bien loué faisant partie du champ contractuel. Alors c'est une décision qui est intéressante parce que il faut bien faire la différence avec une autre hypothèse. La personne achète un bien et entend par la suite le louer, et se rend compte à ce moment-là que la surface étant insuffisante, ignorant les conditions légales, eh bien, ne peut pas le louer. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle aurait pu obtenir la nullité sur le fondement de l'erreur? Ce n'est pas certain. Parce que s'il s'agit de voir les qualités essentielles d'un bien, c'est de l'acheter et de pouvoir y habiter. Louer ce bien, c'est un but qui est probablement étranger à l'objet du contrat. Et donc, à moins d'intégrer cette location par une clause expresse qui ferait entrer la location dans le champ contractuel, eh bien, la nullité sur le fondement de l'erreur n'aurait pas pu être obtenue. Mais comme là, c'était un bien qui était déjà loué
et que le contrat de location sera par la suite annulé après la vente, eh bien on avait bien ici, dans les éléments contractuels, un bien loué, et ce qui explique que la nullité sur le fondement de l'erreur ait pu être ici obtenue. Alors, autre point important qui touche cette fois au pouvoir, c'est un arrêt qui est assez intéressant parce qu'il peut se rencontrer au détour d'une question. C'est une personne qui signe un acte, mais avec une double qualité, parce qu'il signe à la fois en tant que représentant d'une personne morale et à titre personnel. La question s'était déjà posée en matière de cautionnement et on avait admis que lorsqu'il agit au nom de la société comme dirigeant et à titre de caution qui s'engage personnellement, il suffisait que ces deux qualités apparaissent dans l'acte et une signature suffisait pour valoir double engagement. Eh bien, c'est un peu la même idée ici, mais généralisée dans cet arrêt de la Chambre commerciale du 9 mai 2018, où la Cour de cassation nous dit finalement, il n'est pas nécessaire d'avoir deux signatures. Lorsque dans l'acte apparaît cette double qualité en vertu de laquelle il va signer cet acte, une seule signature suffit à formaliser et à extérioriser sa volonté et donc à valoir double engagement. Alors voilà pour les conditions touchant au consentement et au pouvoir. Le contenu maintenant du contrat, il y a quelques arrêts intéressants, notamment sur la clause abusive, un arrêt de la première chambre civile du 16 mai 2018, où on avait en l'espèce une clause de médiation préalable obligatoire, pas de conciliation, de médiation préalable obligatoire. Et à cette occasion, la Cour de cassation précise que cette clause de médiation préalable obligatoire était une clause abusive en application de l'article R212.2 aujourd'hui du Code civil, qui constituait une entrave à la saisine du juge. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette décision-là, en réalité, aujourd'hui, si les faits se situaient aujourd'hui, elle serait tout simplement considérée comme une clause illicite, puisqu'un article du Code de la consommation prohibe les clauses de médiation préalable obligatoires. Mais en même temps, et c'est ça qui rend la décision intéressante, c'est que demain, puisque les chantiers de la justice veulent encourager les modes de règlement amiable, eh bien ces clauses de médiation seront plutôt encouragées et il est fort probable que cette illicéité qui existe aujourd'hui pour les clauses de médiation préalable obligatoire disparaisse et donc on reviendra finalement au droit commun, puisque même si demain on valide ces clauses de médiation préalable obligatoire, elles seront toujours éventuellement condamnables si elles sont excessives, donc cela dépendra des circonstances, sur le fondement de l'article L212.1 du Code de la consommation, ou éventuellement de l'article L442.6 grand 1 deuxièmement entre partenaires commerciaux, ou peut-être, si c'est un contrat d'adhésion et que la clause est non négociable, sur le fondement de l'article 1171 du Code civil. Donc c'est juste pour rappeler l'existence de cette hypothèse particulière. Alors, évoquons maintenant les sanctions. Il y a quelques arrêts intéressants, notamment en matière de sanctions. Et tout d'abord, pour ce qui est de la nullité. On a quelques arrêts qui illustrent assez bien ce contentieux récurrent de l'exception de nullité. L'hypothèse est assez simple, vous la connaissez. On ne peut plus agir en nullité, mais on peut toujours se prévaloir d'une exception de nullité, puisque l'exception est perpétuelle alors que l'action est prescriptible. Maintenant, il est également admis qu'on puisse invoquer par voie d'exception une nullité alors que l'action n'est pas encore prescrite. C'est quelque chose qui est également admis. On a également dans la jurisprudence des conditions qui ont été posées, c'est que cette exception de nullité qui va maintenir le statu quo, eh bien cette exception de nullité, elle ne peut pas être invoquée s'il y a eu un début d'exécution. Alors, sur ce début d'exécution, c'est surtout celui-ci qui a suscité pas mal d'arrêts de la Cour de cassation en 2017. D'abord, un premier arrêt de la Chambre commerciale du 31 janvier 2017 qui nous rappelle que cette condition qui fait obstacle à l'exception de nullité, qui est le début d'exécution, ne vaut que si l'action est prescrite. C'est-à-dire qu'on a une personne qui ne peut plus agir en nullité, mais qui va simplement se défendre en nullité en invoquant l'exception de nullité. Alors, dans cette hypothèse, il ne faut pas qu'il y ait eu début d'exécution. En revanche, si on est encore dans le délai pour agir, eh bien cette condition sur laquelle il ne doit pas y avoir de début d'exécution ne joue pas. C'est ce que nous rappelle cet arrêt de la Chambre commerciale du 31 janvier 2017. Autre point intéressant, on avait ici un cautionnement hypothécaire qui avait été conclu avec une hypothèque qui avait été inscrite par le banquier. Et on s'est demandé justement si l'inscription de cette hypothèque par le banquier et non par la caution
elle-même, est-ce que cela valait début d'exécution, empêchant ainsi la caution de se prévaloir de l'exception de nullité? Eh bien oui, nous dit la Cour de cassation, il y a bien début d'exécution par le fait qu'il y ait inscription de l'hypothèque par le banquier, qui l'inscrit finalement dans l'intérêt, dans le cadre d'une opération qui est le cautionnement hypothécaire, et donc le fait que ça soit effectué par le banquier ne change rien. Cela peut être analysé comme un début d'exécution, ce que nous dit l'arrêt de la 3e chambre civile du 9 mars 2017. Alors le plus intéressant dans les arrêts récents, ce sont ceux qui ont été rendus en matière de caducité. On sait que la caducité est définie de manière assez simple comme l'existence d'un contrat qui a été formé avec toutes les conditions de validité, était parfait au moment de sa formation, mais en cours d'exécution, un élément essentiel disparaît et justifie la caducité de ce contrat. On sait que c'est cette caducité qui a été consacrée également dans les ensembles contractuels et interdépendants, dans les articles 1185 et 1186 nouveaux du Code civil, et qui justifie un anéantissement en cascade lorsqu'il y a une telle interdépendance entre les contrats. Donc l'anéantissement d'un contrat de cet ensemble entraîne caducité de l'autre contrat de cet ensemble. Alors sur ce point, on sait qu'il y a une jurisprudence particulière en matière de location financière. Une hypothèse très simple, une société de diffusion d'images se rapproche du propriétaire d'une pharmacie, lui propose de diffuser des images dans sa pharmacie. Pour cela, il faut du matériel vidéo, et donc le pharmacien conclut un contrat de location financière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option d'achat, il peut y en avoir une, mais généralement il n'y a pas d'option d'achat, et un contrat de location financière avec une société qui lui loue, moyennant un loyer qui très souvent est à peu près égal à la rémunération que verse la société d'image pour diffuser la publicité dans cette pharmacie. Imaginons ensuite que la société d'image fasse faillite, eh bien, est-ce que le pharmacien peut considérer qu'il y a caducité du contrat de location financière et restituer le matériel et arrêter de payer les loyers? Eh bien, pendant un temps, justement, on a considéré qu'il y avait interdépendance, indivisibilité entre les contrats, entraînant un anéantissement en cascade de ces différents contrats. Les sociétés de location financière ont essayé d'introduire une clause de divisibilité pour faire obstacle à un tel anéantissement en cascade des contrats. Cette clause de divisibilité, elle a été considérée comme contredisant l'économie du contrat et a été supprimée. Donc elle pourrait demain continuer d'être finalement prohibée au fondement probablement de l'article 1170 du Code civil qui précise que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est répétée non écrite. Peut-être que demain, on continuera justement de supprimer ces clauses. En tout cas, le texte ne dit rien de la validité des clauses dans les ensembles contractuels. L'article 1186 est silencieux. Et donc, est-ce que demain, une telle clause sera valable? Si une validité est admise, eh bien, il faudra ensuite se demander si elle est pleinement efficace à l'aune de l'article 1170 du Code civil. Ça, c'est une autre question. En tout cas, à partir de deux arrêts de chambre mixte du 17 mai 2013, la jurisprudence est fixée dans les ensembles contractuels interdépendants où il y a un contrat de location financière, l'anéantissement du contrat de diffusion d'image entraîne caducité du contrat de location financière. La question qui s'était posée par la suite, c'est de savoir si on pourrait raisonner en termes d'anéantissement en cascade dans l'hypothèse où ce n'est pas le contrat de diffusion d'image qui prendrait fin, mais le contrat de location financière. Et une deuxième question, dans l'hypothèse où l'anéantissement d'un premier contrat serait imputable, en raison d'une faute par exemple, à une partie, est-ce qu'elle pourrait encore invoquer l'anéantissement en cascade de l'autre contrat de cet ensemble? Eh bien, ces deux questions, deux arrêts de la Chambre commerciale du 12 juillet 2017 répondent par l'affirmative. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où vous avez le contrat de location financière qui prend fin, eh bien, on devra également considérer qu'il y a anéantissement en cascade du contrat de diffusion d'image. On voit bien qu'il n'y a pas un rapport de principal à accessoire, les deux sont des contrats principaux finalement, et l'anéantissement du contrat de location peut aussi entraîner caducité du contrat de diffusion d'image. Et on précise également que si la rupture du premier contrat est imputable à la partie, éventuellement en raison de sa faute, eh bien ça n'empêche pas l'anéantissement en cascade des contrats de cet ensemble. En revanche, s'il y a un préjudice, eh bien on engagera la responsabilité de celui qui est à l'origine de la rupture du contrat, de la rupture fautive éventuellement. Voilà ce que nous disent les arrêts de la Chambre commerciale du 12 juillet 2017. Toujours dans ce raisonnement des ensembles contractuels et de l'anéantissement en cascade, il y a l'hypothèse très particulière du contrat de crédit-bail. Dans un contrat de crédit-bail, vous avez une société de crédit-bail qui va acheter un bien, par exemple une voiture, pour
ensuite le mettre à la disposition d'un acquéreur, acquéreur qui va payer un loyer en vertu du crédit-bail. Le contrat de crédit-bail étant généralement une promesse unilatérale de vente avec une option à la disposition du preneur et doublé d'un contrat de bail puisque le preneur va payer un loyer régulièrement à la société de crédit-bail. L'hypothèse qu'on rencontrait en pratique, c'est que le contrat de vente qui a permis à la société de crédit-bail d'acheter le bien qu'elle remet ensuite directement à l'acquéreur, eh bien, c'est de savoir si la disparition du contrat de vente entraîne disparition du contrat de crédit-bail. Oui, nous dit la jurisprudence en novembre 90, mais avec des termes maladroits puisqu'elle parle de résiliation. On dit que la résolution du contrat de vente entraîne résiliation du contrat de crédit-bail. Alors qu'il n'est pas question de résiliation et il n'y a pas de faute de la part du crédit-preneur. Et en parlant de résiliation, c'était également un effet pour l'avenir et donc on ne restituait pas les loyers qui avaient été payés au crédit-preneur. Finalement, la Cour de cassation, dans un arrêt de chambre mixte du 13 avril 2018, opère un revirement de jurisprudence. Elle nous dit qu'il ne s'agit plus de résiliation, mais de caducité du contrat de crédit-bail. Elle nous explique que les effets de cette caducité se produisent au jour où la résolution produit ses effets. Comme la résolution produit ses effets au jour de la vente rétroactivement, eh bien c'est au jour de la vente que produit ses effets la caducité. Ce qui veut dire que tous les loyers qui ont été payés doivent être restitués par la société de crédit-bail, changement majeur. Et elle précise que toute clause qui viendrait aménager la résiliation, notamment la privée d'effet, en prévoyant la non-restitution des loyers, par exemple, ou des pénalités, eh bien, toutes ces clauses sont sans effet. Alors, la formule est maladroite parce que demain, il s'agira de caducité et on aura des clauses qui encadrent la caducité. Mais on peut, dans l'esprit, considérer que prohiber dans cet arrêt les clauses qui encadrent et qui empêchent la résiliation de produire ses effets, ou qui l'encadrent en tout cas, eh bien, cette jurisprudence vaudra également pour les cas où c'est la caducité qui serait visée et non plus la résiliation. Puis dernier petit détail, on dit dans cette affaire que le contrat de crédit-bail serait l'accessoire du contrat de vente. C'est faux. On peut même considérer le contraire, que c'est le contrat de vente qui est l'accessoire du contrat de crédit-bail qui économiquement est l'opération principale. Il aurait été peut-être plus habile de ne pas parler de rapport de principal à accessoire et de considérer qu'on avait affaire au moins à deux contrats principaux. Voilà pour les questions et les arrêts récents qui touchent à ces questions de formation. Évoquons maintenant plus brièvement un certain nombre d'arrêts qui touchent aux effets, à l'exécution et à l'inexécution du contrat. D'abord, concernant la durée du contrat, on sait désormais avec l'article 1210 du Code civil qu'il y a une prohibition des engagements perpétuels et dans l'hypothèse où on aurait un engagement perpétuel, l'alinéa 2 prévoit qu'il s'agit en réalité d'un contrat à durée indéterminée donnant à chaque partie la possibilité d'en demander la résiliation unilatérale. Alors on ne sait pas très bien ce qu'est cet engagement perpétuel prohibé, on sait que dans la jurisprudence antérieure on distinguait les personnes morales des personnes physiques, qui n'étaient pas traitées exactement de la même façon, que pour les personnes physiques c'était surtout l'idée de liberté individuelle que l'on voulait protéger. En tout cas tout ça n'était pas très clair. Mais il y avait une jurisprudence particulière à propos d'un droit réel qu'on appelait le droit réel de jouissance spéciale. C'est-à-dire la possibilité par contrat de créer un droit réel démembré qui n'entre pas dans la catégorie nommée du droit d'usage, d'usufruit. Donc, ces démembrements qui sont prévus par la loi. Et justement, dans l'affaire Poésie, une maison de poésie qui est très connue, on avait quelqu'un qui vendait un hôtel particulier et qui avait créé sur l'un des étages un droit réel de jouissance spéciale, lui permettant justement d'exercer une activité philanthropique pendant une durée qui était illimité. Et puis, à peu près 110 ans plus tard, le propriétaire de l'hôtel particulier considère que ce droit réel est bien trop long, l'assimile à un droit d'usufruit. Or, un droit d'usufruit accordé à une personne morale est limité par une disposition d'ordre public qui prévoit une durée de 30 ans. Et il considère donc qu'il est libéré. Finalement, c'est quelque chose qui est validé. On a considéré dans un arrêt postérieur que ce n'était pas un droit de jouissance spéciale, réel de jouissance spéciale qui entrait dans la catégorie des droits d'usufruit. C'est un droit sui generis d'une certaine manière, mais on n'était pas encore certain de la possibilité d'avoir un droit réel de jouissance spéciale perpétuel ou pas.
Devait-on le limiter dans le temps? Est-ce qu'il faut le limiter à une certaine durée? Certainement pas 30 ans, puisque ce n'est pas limité à la durée du droit d'usufruit, mais quelle durée et est-ce que la perpétuité est envisageable? Eh bien, un arrêt récent de la troisième chambre civile du 7 juin 2018 envisage un tel droit perpétuel, considérant que c'est un droit réel sui generis, et relance alors le débat sur la question de la perpétuité et rend difficile, d'autant plus difficile, la compréhension de l'article 1210. En l'espèce, c'était en réalité une SCI qui s'était engagée dans le règlement de copropriété à justement se gérer elle-même et entretenir elle-même une piscine au profit de tous les copropriétaires. Donc on a considéré, la Cour de cassation a considéré qu'elle avait créé finalement, en inscrivant cette obligation dans le règlement de copropriété, un droit réel de jouissance spéciale, un droit réel sui generis, nous dit la Cour de cassation, droit qui pouvait éventuellement être perpétuel. Donc c'est un arrêt encore très particulier. Est-ce qu'il faut lui faire produire un effet très large et lui donner une portée générale? Là encore, c'est assez difficile. C'est vrai que c'est une hypothèse très particulière avec une modification du règlement de copropriété, un engagement pris dans le règlement de copropriété. Est-ce que cela justifie que cet engagement pris d'un lot à l'égard des autres lots par l'intermédiaire du règlement de copropriété explique la singularité de la décision? Quoi qu'il en soit, le caractère perpétuel n'a pas posé de problème dans la création conventionnelle de ce droit réel sui generis qui relance encore le débat. Autre point intéressant, c'est sur une illustration de l'effet relatif et des conventions. Dans cette affaire de la première chambre civile du 14 mars 2018, on avait dans une vente immobilière qui avait pris la forme d'un acte notarié, une clause de conciliation préalable obligatoire qui devait jouer en cas de litige. Et justement, le litige là était né avec le notaire, puisqu'une action en responsabilité a été exercée contre le notaire, et la question se posait de savoir si cette clause de conciliation préalable obligatoire devait produire ses effets. Là, on a considéré que l'effet relatif des conventions justifiait que la clause ne puisse être invoquée qu'entre les parties. En revanche, et ça n'avait pas été expressément précisé, quand il s'agissait d'agir contre le notaire dans le cadre de sa responsabilité professionnelle, cette clause de conciliation préalable obligatoire était inopposable. Voilà une hypothèse assez intéressante à évoquer. Autre arrêt intéressant sur la promesse de porte-fort dans un arrêt de la première chambre civile du 7 mars 2018. On sait que dans une promesse de porte-fort, celui qui se porte fort de l'engagement d'autrui est tenu d'une obligation de résultat, et dans l'hypothèse où autrui ne reprend pas l'engagement, ne le ratifie pas, il devra verser les dommages à intérêts pour payer, pour réparer le préjudice causé. Mais la spécificité de cette promesse de porte-fort, c'est qu'elle avait été intégrée à une transaction. Le salarié avait obtenu une indemnisation à hauteur de 180 000 € à peu près, et il acceptait néanmoins d'abandonner cette décision qui était en sa faveur et les 180 000 €. En contrepartie, il y avait une promesse de porte-fort par laquelle une société de la Loire se portait fort de la ratification de l'emploi de ce salarié par le président de la société qui avait son siège social à Paris, donc probablement la société mère. En tout cas, il y avait donc une promesse de porte-fort à l'intérieur d'une transaction. Or, à l'intérieur d'une transaction, normalement les opérations perdent leur autonomie juridique, elles font partie des concessions réciproques, et c'est donc le régime de la transaction qui doit l'emporter. Et les autres régimes disparaissent. Et bien justement ici, la promesse de porte-fort n'a pas été respectée par le promettant, celui pour lequel on s'est porté fort, pardon, et donc par conséquent, la question de la sanction se posait. Dès lors que l'engagement n'a pas été respecté, on pouvait s'attendre à ce que les concessions réciproques ne soient pas réunies et que c'est la sanction propre à la transaction qui devait intervenir. Eh bien non, la Cour de cassation a considéré qu'il fallait finalement isoler la promesse de porte-fort et que en matière de promesse de porte-fort, lorsqu'il n'y a pas ratification, on ne peut obtenir que des dommages et intérêts. C'est la seule chose qu'il pouvait demander en l'espèce. Alors c'est un peu particulier. À la fois, il y a une autre manière de l'interpréter.
Soit on dit qu'effectivement on n'a pas respecté le régime de la transaction et c'est le régime de la transaction qui aurait dû l'emporter et que la promesse de portefort avait perdu son autonomie, soit on pouvait considérer que dans une promesse de portefort, quand on l'accepte dans une transaction, on l'accepte avec la possibilité qu'il n'y ait pas de ratification et qu'il faille se contenter de dommages et intérêts. Et donc finalement, c'est un élément qui était dans les concessions réciproques. C'est peut-être pour cela que les juges ont statué de cette manière. Et vous voyez que c'est un arrêt qui est particulièrement intéressant. Autre point, autre arrêt sur la question de l'efficacité des clauses limitatives de réparation lorsqu'il y a résolution du contrat. Sur ce point, on sait que depuis un arrêt de la Chambre commerciale du 5 octobre 2010, de manière assez étrange, la Cour de cassation avait considéré qu'en cas de résolution, les clauses limitatives de responsabilité ne survivaient pas à cette disparition. Finalement, la Chambre commerciale le 7 février 2018 considère que les clauses qui limitent les conséquences préjudiciables de la résolution survivent désormais à la résolution. Donc on rétablit finalement le principe. On notera bien que ça concerne uniquement les clauses limitant la réparation pour les préjudices causés par la résolution. Donc ce sont les conséquences préjudiciables de la résolution qui pourraient justifier la mise en œuvre de cette clause limitative de responsabilité qui désormais donc survit, et ce qui est assez conforme au nouveau terme de l'article 1230 qui précise que survivent à la résolution les clauses qui concernent le règlement amiable des litiges, mais également les clauses destinées à produire leurs effets en cas de résolution du contrat. Donc une conformité avec les nouveaux textes issus de l'ordonnance du 10 février 2016. Et puis pour finir sur cette actualité, un arrêt, la première chambre civile du 8 février 2018, dans lequel on a à la fois une clause résolutoire qui prévoyait les conditions contractuelles d'une résolution et une partie qui a tout de même choisi, malgré l'existence de cette clause, d'utiliser la résolution par notification, donc la rupture unilatérale hors le juge. Et ce que semble dire la Cour de cassation dans cet arrêt, c'est même s'il existe une clause résolutoire, les parties peuvent choisir la rupture unilatérale hors le juge, ce qui n'est pas remis en cause par l'ordonnance du 10 février 2016. On aurait aimé qu'on prenne une position claire sur ce point, parce que selon les arrêts, certains disent parfois qu'il faut respecter les conditions posées par le contrat dans la clause résolutoire. D'autres, comme celui-ci, semblent dire qu'on peut choisir la rupture unilatérale hors le juge et ainsi échapper pourtant à des conditions contractuelles qu'on avait acceptées. En attendant, le plus simple dans un contrat, c'est quand on a une clause résolutoire, une procédure contractuelle de rupture particulière, c'est d'expliquer qu'on déroge également à la possibilité d'invoquer la résolution par notification de l'article 1225, qu'on écarte finalement cette disposition et de cette manière, il ne sera plus possible pour celui qui a accepté cette clause résolutoire ou cette procédure contractuelle de rupture d'opter pour cette résolution par notification qui aura été exclue en amont par une clause contractuelle rédigée de manière claire, précise et non équivoque. Voilà en quelques minutes exposer les principaux arrêts du droit des contrats et cette mise en perspective avec la réforme du droit des obligations. Merci.